Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. Mais il est souvent difficile de faire le tri entre nos envies, nos intuitions et les injonctions familiales et sociétales. Alors comment définir ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, ce qui nous semble bon? Et comment s'affranchir de pratiques qui ne nous correspondent pas et affirmer nos choix? Bienvenue dans Tambali, le podcast qui vous invite à prendre le pouvoir sur votre parentalité. Je suis Alix Dien-Le-Rouge, doula au Sénégal et maman de 2 enfants. Je vous accueille sur le premier podcast qui explore les expériences de parents en Afrique de l'Ouest. À travers les récits de mes invités, vous serez amenés à réfléchir et à vous questionner pour définir le parent que vous voulez être. Grossesse, accouchement, postpartum, relations parents-enfants. Aucun sujet tabou, nous parlerons de tout. Tambali. Stimulation, blastocyte, FIV, hystérosalpingographie, spermogramme, insémination. Autant de mots qui peuvent sembler barbares, mais qui constituent pourtant la réalité des nombreux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un enfant. En 2023, l'OMS a publié un rapport estimant à 17,5% la population adulte concernée par l'infertilité, soit environ 1 personne sur 6 dans le monde. Les progrès de la médecine permettent aujourd'hui à certains d'être accompagnés dans leur projet de parentalité au travers de l'AMP ou assistance médicale à la procréation. Mais comment appréhender la grossesse sereinement quand faire un bébé rime avec analyse, examen et rendez-vous médicaux répétés? Quand rien n'est laissé au hasard et que tout est contrôlé, planifié et programmé. Quand on prie pour que ça marche, mais que souvent, on sait qu'il faut plusieurs essais. Fanny a 35 ans. Elle est mariée avec Thibaut depuis 8 ans et ils ont ensemble 2 enfants. Maë, 3 ans, et Elliot, 10 mois. Elle est née et elle a grandi en France, où elle a exercé en tant qu'enseignante avant de partir avec son mari pour s'installer au Vietnam, puis en Algérie et enfin au Sénégal, où elle vit actuellement. Lorsqu'elle avait 17 ans, on a annoncé à Fanny qu'elle avait un SOPK, ou syndrome des ovaires polykystiques. Elle a alors compris que son parcours de maternité ne serait sans doute pas un long fleuve tranquille. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si mouvementé. Après un parcours PMA mené entre la France et l'Algérie, Fanny a connu le stress d'une grossesse à haut risque, liée à une suspicion de malformation fœtale. Puis, un déclenchement et un accouchement marathon qui l'a menée vers une césarienne à cause d'un col récalcitrant. Sa 2e grossesse n'a pas été beaucoup plus simple. Mais elle a gardé le cap, avec le calme qui la caractérise, et accueilli son 2e fils au Sénégal. Fanny va tout nous raconter. Et vous découvrirez le récit d'une femme courageuse, dotée d'un optimisme à toute épreuve, et d'une détermination qui force l'admiration. Vous êtes prêts? Alors Nanu Tambali. Bonjour Fanny. Bonjour Alix. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Alors Fanny, est-ce que ça te plaît d'être maman? Je suis très heureuse d'être maman. Je pense que j'ai toujours voulu l'être. Je viens d'une famille de 7 enfants. Et on est dans la famille, au total, il y a 24 petits-enfants. Donc autant te dire que j'attendais avec impatience moi aussi d'avoir mes propres enfants et de devenir mère. Et donc tu as grandi dans une famille nombreuse. Est-ce que c'était important pour toi de faire famille assez tôt ou d'avoir une grande famille? Quelle était ta vision de la famille que tu voulais? C'est sûr que ça faisait partie des choses importantes pour moi d'avoir un enfant et je ne me voyais pas du tout avoir un seul enfant. Donc j'avais très envie d'avoir 4 ou 5 enfants. Et j'ai compris assez vite qu'en fait, déjà en voyant mes sœurs et avec leurs nombreuses fratries, que c'était pas possible d'en avoir autant pour moi. Et quelle vision tu avais du rôle de mère en grandissant? Alors ma mère travaille, elle a toujours travaillé. Donc pour moi, c'était une mère aimante, disponible, mais en même temps qui garde ses habitudes, ses activités extérieures. Et donc essayer de gérer à la fois la vie de mère et la vie de femme. Et toi, quand est venu ton propre désir d'enfant? Assez tôt, parce que
Alors ça voulait pas dire que forcément j'avais besoin d'en avoir tout de suite, mais lors d'un rendez-vous gynécologique à 17 ans, j'apprends que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Mais il ne me dit pas exactement ce que c'est. Et il me dit juste que pour avoir un enfant, il faudra que j'ai de l'aide. C'est ce qui s'est passé pour ma mère. Elle a quand même réussi à avoir 8 grossesses, donc ça a fonctionné. Mais à 17 ans, apprendre cela, en fait, c'est assez violent. Il ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il faisait en me le disant, je pense. Et je suis sortie dans la rue, j'ai fondu en larmes, j'ai appelé une de mes sœurs en lui disant: «Tu te rends compte, je pourrais pas avoir d'enfant, oui, il me faudra beaucoup d'aide». Et donc ça a été le début. Je pense qu'à partir du moment où on sait qu'on ne peut pas avoir quelque chose, on a assez envie de l'avoir. Et est-ce que tu pourrais justement en dire un peu plus sur ce que c'est ce fameux syndrome des ovaires polykystiques? Alors c'est assez particulier puisque, chaque femme qui a ce syndrome n'a pas forcément les mêmes, difficultés. Donc il faut avoir parmi les 3 éléments que je vais citer, il faut en avoir 2. Donc soit c'est, alors on appelle ça des kystes, mais en fait ce sont des follicules qui restent et qui ne partent pas dans les ovaires. Donc il y a vraiment des taches blanches partout au niveau de l'échographie et absence de règles ou très peu. Donc moi effectivement, c'est 3 cycles dans l'année, ce qui peut être assez chouette et il y a la pilosité excessive et en plus de l'acné. Voilà, donc c'est un bon combo et moi j'ai juste, les kystes en fait au niveau des ovaires et donc comme je le disais, absence de règles. Tu disais qu'avoir 3 cycles dans l'année, ça peut être chouette, mais quand on veut avoir un enfant, ça rend les choses déjà forcément un peu plus compliquées. C'est sûr, après je savais ce qui m'attendait. Et donc en sachant que tu as ce fameux syndrome des ovaires polykystiques, le jour où ton mari et toi vous décidez de concrétiser ce projet bébé, quel est le chemin que vous devez suivre pour pouvoir avoir ce bébé finalement? Alors, on était expatriés en Algérie à ce moment-là. Et à partir du moment où on a décidé, j'ai rencontré une gynécologue qui m'avait été recommandée. Et bon, malheureusement, c'était pas la plus performante en PMA. Et d'ailleurs, elle nous a fait, on va dire, perdre une année, puisque c'était une stimulation. Donc, ce sont beaucoup de rendez-vous médicaux. Des réveils assez tôt pour pouvoir avoir droit au rendez-vous avant d'aller travailler. Donc à 6h30 du matin, j'étais déjà chez la gynécologue qui commençait tôt. Et c'est à base de traitement hormonal, donc beaucoup de piqûres. On commence d'abord par déclencher les règles, parce qu'il faut avoir un cycle, et comme j'en ai pas, on déclenche les règles. 2 semaines après, on commence le traitement par piqûre. Donc c'est moi qui la faisais toute seule chez moi, à heure fixe, à 18h30. Au lieu de prendre ma pilule, j'avais ma petite piqûre. Et après, régulièrement, il faut aller voir la gynécologue, ou enfin le gynécologue, pour qu'il regarde où en sont nos follicules. Alors, chaque femme, normalement constituée, crée un follicule par mois, soit dans l'ovaire droit, soit dans l'ovaire gauche. Et la particularité des ovaires polykystiques, c'est qu'il y a plusieurs follicules qui sont créés. Et là, moi, du coup, à la fin du traitement, j'avais 24 follicules. Donc, des énormes ovaires, pas loin de l'hyperstimulation. Et voilà, donc à chaque fois, il faut vérifier régulièrement où en sont les follicules pour justement éviter cette hyperstimulation. Le risque étant de faire exploser les ovaires, donc il vaut mieux l'éviter. Et ces rendez-vous, c'est en général tous les 2 jours, jusqu'à l'ovulation. À partir du moment où ils considèrent que les follicules mesurent un certain nombre de millimètres, il me semble. Alors j'ai plus en tête les millimètres, mais c'est quand même, je parle en millimètres, donc c'est assez gros. Quand on a 24, ça fait beaucoup. Et ensuite, on déclenche l'ovulation avec une nouvelle piqûre. Et le but étant là je parle juste de la stimulation ovarienne, donc de faire sortir les follicules qui libèrent l'ovocyte, qui arrive donc dans l'utérus, que l'utérus soit aussi bien préparé. Donc j'ai oublié de préciser, mais il y a aussi des ovules à mettre matin, midi, soir. Donc c'est pas très pratique. J'ai un souvenir de le faire au McDo. C'est pas super. Et voilà, donc ça c'est pas mal d'inconvénients quand même, de désagréments aussi, puisque les ovules coulent, parce qu'il y a des douleurs au niveau du ventre avec les piqûres, parce que
La stimulation, elle joue aussi donc sur les hormones, donc on a l'impression d'être enceinte, on a les seins plus gros, mal au ventre, des maux de tête, une mauvaise humeur. C'est assez compliqué de ce côté-là. On comprend que les effets secondaires, enfin les à côté de toute cette stimulation sont assez lourds en termes physiques, en termes psychologiques, de se piquer tous les jours et puis même en termes d'impact sur l'humeur, sur le ressenti. C'est quand même assez notable. Et est-ce que combien de stimulations tu as fait avant de voir si ça marchait ou pas? L'avantage, c'est qu'on peut en faire autant qu'on veut. Alors après, le corps peut plus ou moins le supporter, c'est plutôt le mental qui le supporte moins. Mais à partir du moment là, je parlais en fait de la stimulation avec 24, c'était particulier, c'était vraiment la fin du traitement. Mais normalement, il faut en avoir que un ou deux, parce que si 24, tu peux avoir 24 bébés, c'est quand même très risqué. Et c'est pour ça que avant d'en arriver là, c'est un ou deux max. Et là, moi, le médecin n'était pas assez qualifié, je pense, en PMA pour pouvoir prendre conscience du moment où il fallait déclencher. Et donc en fait, ce que tu dis, c'est que dans toutes ces simulations, il n'y a jamais eu d'ovulation? Alors justement, en fait, l'ovulation n'a pas eu lieu pendant 1 an parce que le médecin donc, n'avait pas bien compris comment faire. Et heureusement, j'avais un spécialiste en France qui suivait tout cela. Et lui, à distance, via WhatsApp, me donnait ses conseils et recommandations. Et à partir du moment où il a vu que le médecin n'y arrivait pas, il m'a dit, bon, on laisse tomber, on essayera en France quand ce sera possible. Et après, en France, le médecin a repris tout en main puisque justement ça ne fonctionnait pas et pour voir ce qui se passait. Et là, j'étais vraiment orientée vers un centre de PMA. D'accord, donc de procréation médicalement assistée. D'ailleurs, maintenant, on appelle ça AMP, aide médicale à la procréation. Et donc quand tu as été dirigée vers ce centre, quelles ont été les étapes? Il y a une batterie de tests, on reprend tout à zéro, à la fois pour moi et pour Thibaut. Donc moi, j'ai eu droit à une hystérosalpingographie. On en avait parlé, et d'ailleurs, quand je suis arrivée pour le faire, le médecin en charge me dit « Alors, je suis sûre que toutes vos copines vous en ont parlé, que c'est horrible, ne vous en faites pas, ce n'est pas horrible. » Eh bien, c'était horrible. En fait, je crois que si on a des règles très douloureuses, c'est douloureux. Mais si les règles sont plutôt faciles à gérer, là, ça peut aller. Parce qu'on nous balance quand même de l'air au niveau des trompes pour voir si les trompes sont bien libérées et s'il n'y a rien qui bouge. Mais donc, en fait, c'est des contractions que tu as et donc c'est très douloureux. Et normalement, ça peut aider justement à libérer les trompes, ça peut aider à féconder. Donc j'étais plutôt sereine aussi après, contente. Il y a donc cette étape-là. Il y a une batterie d'examen au niveau des hormones, de la mère et du père, du futur père. Et Thibaut, lui, il a eu donc des spermogrammes à faire avec une analyse du coup de ces spermatozoïdes, de savoir quelle était leur forme, si tout allait bien, et pour qu'on puisse être sûr que ça venait que de mon côté. Et finalement? Par chance, finalement, on était tous les deux responsables de cette infertilité, ce qui est plus facile à porter, je pense, quand on est deux responsables. Oui, c'est intéressant que tu dises par chance, parce qu'on pourrait se dire, bon, finalement, c'est pas de chance, parce que c'est peut-être 2 fois plus de boulot, entre guillemets, mais au moins la responsabilité est partagée et les actions aussi, quelque part. Exactement. Et puis, je suis plus la seule à devoir me mettre à faire des examens. Alors, il en avait moins à faire, mais voilà, au moins, on était deux là-dedans. Vraiment, depuis le début, je le ressentais, puisque lui-même m'aidait à faire les piqûres quand c'était au début des stimulations. Soit je le faisais toute seule, soit il m'aidait. Mais il était vraiment à mes côtés. Et là, on était encore plus deux dedans. Et puis, sereine aussi, parce qu'on nous a expliqué que ce qu'avait Thibaut, c'était pas du tout grave. Et qu'avec une FIV-ICSI, ce serait facile. Donc, on était serein finalement. Et qu'est-ce qu'une FIV-ICSI? Alors, FIV, une fécondation in vitro. Il y a plusieurs types de FIV. Soit on ponctionne donc les ovocytes qui sont dans les follicules. On les met dans une petite coupelle et on met tous les spermatozoïdes à côté qui sont, je crois qu'ils les trient ou pas sûr, mais ils doivent les trier. Et on laisse faire. Donc ça, c'est la FIV classique. Soit c'est la FIV ICSI où on prend le spermatozoïde et là, on l'insère directement dans l'ovocyte. Pour s'assurer de la fécondation. C'est ça, on est sûr que là, tout est fécondé. Et après, on attend, on laisse pousser pendant 5 jours. Et donc, ça devient des blastocytes à J5. Et puis, en général, c'est là où soit on réinsère, on fait une insémination finalement, ou soit on les congèle.
Et donc, quand tu t'es lancée dans ce parcours de FIV, est-ce que ça a été à ce moment-là assez rapide ou est-ce qu'il en a fallu aussi plusieurs pour que ça marche? Alors, j'ai eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance. Première ponction, premier transfert et Maë est arrivée. Donc vraiment beaucoup de chance. Ah ben, génial. Après tout ce parcours, et est-ce que à ce moment-là aussi, en termes, tu parlais aussi du mental, donc là, ça faisait déjà plus d'un an que vous étiez engagé dans un parcours avec, voilà, tu disais des hormones, des indications sur quand avoir des rapports, limite comment, des examens, des prises de conscience sur certaines choses, etc. Est-ce que ça a eu un impact, vous, sur voilà, votre dynamique de couple, ou est-ce que vous étiez toujours très soudés, très, enfin, comment vous l'avez vécu en tant que couple? Parce que ça peut aussi être déstabilisant. Bon, on a été très soudés. Je trouve que justement, on a vécu ça ensemble depuis le début, donc on se soutenait. Après, c'était particulier puisque comme on était expatriés, moi je devais rentrer en France, lui il restait à Alger, alors c'était assez près, mais il y a eu quand même le Covid qui est passé par là. Donc là, c'était quand même plus compliqué ce moment-là. On faisait à distance, notamment au moment du transfert d'embryon. Il était quand même via WhatsApp en vidéo pour valider, c'est obligatoire. Il a donné son feu vert. Donc je pense que ça aussi, ça a fait que la distance, on a dû encore plus partager. Il était à mes côtés par téléphone, il suivait vraiment tout. Alors que peut-être qu'il aurait été en France et que s'il n'avait pas pu m'accompagner pour tout, peut-être que ça aurait été plus compliqué. Mais là, vraiment, malgré la distance, il était là. Après, c'était quand même dur psychologiquement puisque je ne l'avais pas précisé, mais j'ai pas pu avoir tout de suite le transfert d'embryon puisque j'étais pas loin d'hyperstimulation. Donc dans ces cas-là, il faut attendre que le corps se repose un mois pour reprendre après. Alors mes règles sont venues très vite, donc finalement j'ai eu 2 semaines à peine de repos. Mais là, quand j'ai dû faire la suite, c'était un transfert d'embryon congelé, c'était plus compliqué. Et donc, quand tu réalises que tu es enceinte, comment vous vous sentez? Comment vous vivez ce moment-là tous les deux? Est-ce qu'il était là, à ce moment-là, ou est-ce qu'il était aussi encore en Algérie? Il nous demande d'attendre 2 semaines après le transfert pour faire le premier test. Alors l'avantage, c'est que c'est pas un test urinaire, c'est un test sanguin. Donc on peut vraiment se fier à ce test. Et là, on était ensemble. Tu as le résultat 2 semaines après le transfert. Ensuite, il te demande de refaire un test sanguin. Je crois que c'est 2 jours après, puis 2 jours ou 4 jours après. Puis il y en a quand même beaucoup parce que même s'il est là, en fait, il peut partir en fait parce qu'il a eu de l'aide pour venir l'embryon, donc peut-être qu'il peut repartir tout seul un peu trop vite. Et on était ensemble et donc on a vraiment vécu ensemble l'ouverture de l'email avec le nombre de le taux qu'il fallait avoir. C'est ça, taux bêta-CG et avec enceinte en dessous. Enfin, vraiment, là, c'était le bonheur. Et d'ailleurs, il y a un jour où on a su que là, c'était vraiment le feu vert. On recevait des amis à la maison, on était dans la cuisine, tous les deux en train de regarder ça, en train de sauter de joie, mais de ne pas pouvoir le dire à tous nos proches qui étaient là. C'était difficile, mais on était tellement heureux. Bah, ça s'entend encore quand tu le racontes. Et tu parles de vos proches. Est-ce que votre famille, vos amis savaient un peu ce que vous viviez? Est-ce que vous l'avez partagé? Est-ce que vous préférez le vivre dans l'intimité? Comment vous l'avez géré ça avec votre entourage? On en a beaucoup parlé. Bon, moi, je parle assez facilement de ce genre de choses. Et surtout, je pense que c'est bénéfique d'en parler autour de soi, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. J'ai bien fait puisque j'ai une de mes sœurs qui m'a mise en lien avec une fille qui était passée par là, qui avait eu exactement la même chose que moi, enfin que nous. Et donc là, j'ai pu partager. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui connaisse ce par quoi on va passer pour se préparer, même si c'est pas forcément la même chose, au moins on s'y prépare. Et du côté de la famille, ma mère ayant eu des piqûres tout le temps, je n'ai pas beaucoup partagé avec elle, je pense, mais elle savait ce que je vivais. Et mes frères et sœurs aussi. En fait, tout le monde, on est assez soudés de ce côté-là. Et donc, tout le monde prenait de mes nouvelles et n'osait pas trop en parler. Et en même temps, avait compris que pour moi, c'était pas difficile d'en parler. Donc, c'est ça qui peut-être simplifie un peu la tâche pour tout le monde. Et ça évite aussi les maladresses, les remarques, alors c'est pour quand le bébé, et etc. Enfin, on a parfois des couples qui passent par des parcours difficiles, et quand personne n'est au courant, ça peut aussi favoriser voilà, les remarques qu'on préférait éviter. Donc le fait de partager, tu le disais, ça permettait aussi aux membres de ta famille de faire un peu attention, mais de, voilà, d'être
un peu plus prise de prendre du recul sur ce qu'il pouvait se permettre de dire ou les réflexions qu'il pouvait faire. Après, moi, je suis chrétienne, je suis catholique, pratiquante, et ma famille, une bonne partie de ma famille aussi. Et donc, tout le monde priait, plus ou moins intensément, mais vraiment tout le monde priait pour qu'on réussisse à avoir un petit bébé. Donc, c'était aussi ça en plus. Ils en parlaient beaucoup autour d'eux. Quand ils faisaient des temps de prière, ils priaient pour nous, on sait. Donc ça, c'était un vrai plus. Et puis, le soutien aussi, je l'ai eu parce que comme Thibaut était absent, bah, au moment de la ponction, c'est une de mes sœurs qui m'a accompagnée. Mon père m'a accompagnée pour aller récupérer une piqûre. Il était à côté de moi quand j'ai dû faire la piqûre. En fait, tout le monde a pris un peu part à... Alors, ça pourrait paraître lourd à porter d'avoir toute la famille autour de soi. Mais moi, je le voyais plus comme quelque chose, enfin, un soutien. Et puis surtout, c'était assez bref parce qu'on était expatriés. Donc, je savais que j'en avais pour 2 semaines de soutien familial. Et puis après, j'allais me retrouver enceinte en Algérie. Oui, donc c'était aussi le moment de profiter de voilà, ce soutien, cette présence et cet amour pendant que tu pouvais. Et donc tu es rentrée en Algérie, là où tu vivais à ce moment-là, avec ton futur bébé dans le ventre. Et comment ça s'est déroulé cette grossesse là-bas? Est-ce que une fois le parcours achevé pour avoir un bébé, la grossesse a été plutôt simple? Ou est-ce que, enfin, comment tu as vécu cette grossesse? Moi, j'ai vécu la grossesse en étant heureuse d'être enceinte, détendue. Mais en revanche, la grossesse en elle-même a été assez compliquée. Et d'ailleurs, quand on fait un transfert d'embryon comme ça, on est très suivi. Donc, on a très vite les premières échographies. Donc, on peut voir comment ça se passe. Ça allait bien, tout allait bien. Et puis, à 3 mois, maintenant qu'on voit très bien dans le ventre, eh bien, le médecin qui était différent de celui celle qui m'avait aidé à la stimulation et qui avait raté pendant un an, lui regardait parfaitement tout et il se trouve qu'il a vu qu'il y avait donc un excès de liquide amniotique et que le cordon ombilical avait qu'une seule artère et que Maë avait un petit fémur. Alors, pris séparément, c'est rien du tout. En fait, le cordon ombilical à artère unique, on n'en parle même pas normalement. Mais là, 3 choses, ça faisait beaucoup. Et j'étais obligée de aussi faire remonter en fait au centre de PMA tous les examens. Et ce sont eux qui se sont un peu alarmés et qui ont donc lancé les examens. Et dans les examens que tu as dû faire, il y avait une amniosynthèse pour voir ce qui potentiellement se passait? C'est ça, il y avait une amniosynthèse. En plus, en fait, j'étais suivie par un généticien à partir des 3 mois de grossesse, mais à distance. Et lui m'a expliqué que j'avais le choix soit de rentrer immédiatement, je crois que c'était le lendemain pour faire l'amniosynthèse, soit d'attendre, il me semble, 1 mois ou 2, parce qu'il y a un moment pendant la grossesse, on n'a pas le droit de faire des amniosynthèses. C'est trop risqué pour le bébé. Et donc, je suis rentrée vraiment le lendemain pour faire cet examen. Et là, toute seule, encore une fois, sans Thibaut. Et pour le coup, j'avais pas voulu d'accompagnement de ma famille. J'ai vécu avec lui par WhatsApp, tout ça. Et la myosynthèse a révélé qu'il y avait une suspicion d'atrésie de l'œsophage. Donc, c'est l'œsophage qui serait troué et donc relié à la trachée. Ce qui fait que l'enfant ne peut pas avaler, parce que s'il avale, ça va directement dans les poumons. Et est-ce que tu peux juste expliquer en quoi ça consiste, cette fameuse amniosynthèse? Alors, on est invité à venir s'allonger sur un lit dans une salle bien froide. Et en fait, ils viennent puiser un peu de liquide amniotique avec une aiguille qui est assez longue pour pouvoir faire des examens, des analyses de cette amniosynthèse. Et une fois que vous avez su ça, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce qu'il y a eu des examens complémentaires ou des actions à faire de ta part encore? Ou est-ce que tu as pu enfin lâcher un peu prise et vivre cette grossesse Pas du tout. Alors là, c'était le début des... je vais dire un joli mot, non, c'était le début du parcours du combattant. Et déjà, la PMA, on disait que c'était un parcours du combattant, mais là, c'était effectivement le cas. Beaucoup de rendez-vous médicaux. Quand j'étais en France, après, donc j'étais dans un centre de PMA, mais j'ai été rattachée à un hôpital spécialisé en pédiatrie, donc à Necker, à Paris. Et là, régulièrement, j'avais des examens complets à faire. Donc, ils pensaient qu'il y avait une malformation au niveau du cœur. Donc, il y avait un cardiopédiatre qui regardait. Alors, je crois qu'il n'y a eu que 2 ou 3 échographies. Ensuite, ils pensaient donc l'atrésie de l'œsophage. J'avais des examens très poussés avec des échographies qui duraient plus d'1 heure.
où je finissais par connaître toutes les parties du corps du bébé. Je savais tout reconnaître à force, parce que c'était, au début, je crois que c'était une fois, c'était une fois par mois, classique. Après, c'était une fois toutes les 2 semaines. Et donc, il fallait vraiment tout voir. Puis moi, je suis rentrée en France plus tôt, à 6 mois de grossesse, puisque j'avais des contractions. Donc, on a cru que j'allais accoucher à Alger. Et donc, comme j'ai des contractions, j'ai eu vraiment le suivi à Necker et c'était plus en Algérie. Donc, c'était beaucoup plus poussé que ce que j'aurais pu avoir. Ils sont très bons en Algérie, mais il n'y a pas tout le matériel qu'il faut. Oui, souvent, c'est pas une question de compétences ou de formation, mais il y a aussi le matériel qui joue dans la capacité à faire certaines analyses ou à conclure ou à procéder à certains examens, en réalité. Exactement. Et j'ai le souvenir, là je continue, en fait, ce que je disais, j'ai le souvenir surtout d'une attente de résultats médicaux, de tests, pardon, parce qu'avec la myosynthèse, il y avait une partie qui avait été analysée directement et une autre où il fallait attendre plusieurs semaines pour avoir des résultats. Et je me souviens d'une attente extrêmement longue et quand il y a le téléphone qui a sonné et que j'ai vu, en fait, qui m'appelait, j'étais en train de trembler et vraiment, on a eu beaucoup de chance, rien de grave, rien de génétique. Donc là, c'était un vrai soulagement. Mais derrière, je pense qu'on ne savait pas ce qui nous attendrait réellement avec une atrésie de l'œsophage. Je m'en suis rendu compte plus tard. On avait rencontré un pédiatre qui nous avait expliqué, mais je pense que c'était pas du tout du déni. Mais moi, je pars du principe que tant que c'est pas avéré, on a une petite possibilité que ça ne soit pas le cas. Et c'était une suspicion. Ouais. Et dans tout ça, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ton accouchement, comment ça allait se passer, de te préparer ou pas? Bon, à 6 mois de grossesse, je m'étais dit: «Ouh là, ça va être chaud», mais en même temps, il est pas très gros, donc ça va aller. J'avais pas encore eu mes premiers rendez-vous avec la sage-femme et de retour, donc en France, une fois que j'y étais, là, j'avais, les rendez-vous, avec la sage-femme et réguliers et puis, en fait, j'avais tout le temps des contractions, donc j'avais appris à gérer les contractions. J'avais des contractions, mais ça n'avait aucun impact sur mon col, donc assez sereine et puis je savais qu'il fallait pousser donc voilà, j'étais prête. J'ai eu aussi, les positions mais en fait, les positions, je devais le faire déjà depuis les 6 mois de grossesse pour me soulager donc ça, j'étais déjà prête. Oui, finalement, tu t'es préparée pendant tout le dernier trimestre. Et le jour J, comment ça s'est passé pour vous? Alors c'était un jour J un peu particulier puisque, comme il y avait des suspicions, ils ne voulaient pas que Maë naisse, un week-end sans tout le personnel. Donc il fallait, déclencher. Pour eux, ils voulaient déclencher à 39 semaines et finalement, comme Thibaut était déjà au Sénégal, on s'est dit: «Bon, on va demander 40 semaines». Moi, je serrais les fesses en me disant: «J'espère qu'il ne va pas sortir tout de suite» et en plus, il y avait pas assez d'avions, c'était encore période de covid, donc je crois que c'était il y avait qu'1 vol par jour et puis, enfin, c'était assez compliqué. Ah oui, donc pendant ta fin de grossesse, ton mari avait été assigné ailleurs. C'est ça, exactement. Plus loin que l'Algérie, là, le Sénégal. Donc il fallait aussi prendre ça en compte pour organiser l'accouchement. C'est ça, parce qu'ils m'ont déclenché et même le déclenchement n'a pas fonctionné. Donc, déclenchement avec un. Il y a plusieurs types de déclenchement. Moi, c'était le ballonnet, donc c'est un petit ballon, petite poche qu'ils mettent à l'intérieur, vide, et ensuite ils la remplissent d'eau. Et ça appuie sur le col. Donc, c'est situé entre le col et la poche des os. Et donc, ça force un peu le col à s'ouvrir. Malheureusement, j'ai mis 24 heures après la pose du ballonnet à accoucher. Et, pardon, j'ai dit 24 heures, mais en fait 24 heures par césarienne. Puisque jamais mon col ne s'est ouvert. Enfin, il s'est ouvert parce qu'ils ont tiré dessus pour le faire sortir. Là, c'était pas très agréable. Mais voilà, ils ont aussi rompu la poche des os, ça n'a pas fonctionné. Oui, en fait, le col ne s'est pas ouvert. Ils ont juste essayé au moins de sortir le ballonnet qui, à un moment donné, devait laisser la place. Même ça, c'était compliqué après presque 24 heures de contraction. Oui, alors c'est à partir de 12 heures. En tirant, ils ont réussi à faire sortir le ballonnet. Donc le ballonnet sort, je crois, quand on est ouvert à 2. Mais j'ai été jusqu'à 3, mais parce que je pense qu'ils ont un peu forcé. Et voilà, mais pas plus. Donc c'est ce qu'on peut qualifier de non-progression du travail. Et donc là, ça peut donner lieu à une césarienne qui n'est pas nécessairement une césarienne d'urgence si le bébé se porte toujours bien, mais plus une césarienne pour dire que le bébé arrive et que la maman puisse se reposer aussi. Toi, comment tu l'as vécu après 24 heures de contraction intense? Comment tu te sentais au moment où la césarienne a été... D'ailleurs, est-ce qu'elle a été proposée ou est-ce qu'elle a été décidée? Elle a été décidée, mais ça faisait
12 heures qu'il me disait bah là, quand même, ça ne s'ouvre pas. J'avais conscience qu'avec un col à 3, jamais un bébé pourrait passer. Et malgré ils ont rompu la poche des os, ça n'a rien changé. Et l'ocytocine, on a le droit d'en avoir 12 heures. À partir de 12 heures, ils peuvent plus continuer à en mettre, donc en fait, ça agira plus. Et c'est là où il m'avait donné un peu une deadline. Je savais qu'à 10 heures, si Maë n'était pas sorti, il y aurait une césarienne. En plus, Maë, quand je me mettais dans certaines positions, il avait le cœur qui ralentissait. Donc c'était pas une césarienne d'urgence, mais c'était quand même une césarienne niveau orange, je crois. Donc il fallait y aller, quoi. Il fallait le sortir. On avait un peu de temps, mais il fallait le sortir. Et toi, comment tu t'es sentie quand tu as compris que ce serait une césarienne? Tu avais déjà eu le temps de t'y faire pendant ces heures qui précédaient, ou est-ce que tu étais OK avec ça? Est-ce que ça a été difficile? Comment tu l'as vécu? J'ai très bien vécu. Puis surtout, je me dis que si mon col ne s'est pas ouvert, c'est peut-être que mes contractions ne fonctionnaient pas. Et donc, ça a permis à Maë de rester plus que 6 mois, 6 mois dans mon ventre. Donc, c'était un mal pour un bien. Je m'étais préparée aussi. Donc, je l'ai accepté. Et puis, un peu... Moi, ce qui me faisait peur, c'était quand ils allaient ouvrir mon ventre. J'avais peur de ressentir beaucoup de choses, que ce soit mal anesthésié. Mais sinon, j'étais vraiment confiante. Et puis, Puis, c'était quand même un bébé avec des suspicions de malformation. Donc il fallait prendre bien les choses en main et au moins une césarienne, on savait que ce serait facile à gérer. Et comment ça s'est passé, cette césarienne? Est-ce que ton mari était là? Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que finalement tu as eu ces sensations ou est-ce que corporellement tu l'as bien vécu? Mon mari était là pour Maë, mais pour Elliot aussi, j'ai eu une césarienne et là, il n'était pas là. Et finalement, j'ai vécu les deux et je me dis que pourtant, je pensais vraiment que c'était important pour moi d'avoir Thibaut à côté de moi. Mais c'est assez bref comme temps, un moment où ils ouvrent, hop, ça y est. Et en fait, de toute façon, Thibaut, il est parti avec Maë assez vite. Donc, c'était pas nécessaire qu'il soit là pour me voir un peu souffrir ou pas être confiante. J'avais les sages-femmes, les infirmières qui me tenaient la main, qui étaient là pour me rassurer. Finalement, il n'y avait pas forcément besoin. Alors, c'est bien de le vivre à deux, mais moi, surtout pour la deuxième grossesse, j'étais tellement mal. J'ai un peu souffert quand ils ont recousu. C'était mieux que Thibaut ne soit pas là pour voir ça. Et pour Maë, donc tu sais que tu avais des sages-femmes, des infirmières qui étaient là, qui t'ont soutenue. Et donc l'intervention en tant que telle s'est bien déroulée. Est-ce que tu as pu le voir ou est-ce que vu le contexte, tout de suite, ils l'ont emmené pour faire des examens? Alors tout de suite, ils l'ont emmené. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi, mais quand ils ont ouvert, ils n'arrivaient pas à le faire sortir. Donc ils ont été prendre des forceps et la ventouse, chose qui n'arrive normalement jamais. Alors les forceps, oui. Non, ventouse, oui, pour essayer de remettre mieux la tête. Mais forceps, je crois que ça n'existe pas normalement en césarienne. Et j'étais quand même dans un bon hôpital. Donc heureusement, parce que sinon, j'aurais pas eu confiance, je pense. Et donc ils ont eu du mal. Et ce qui fait que Maë, il est sorti, il n'était pas en grande forme. Donc ils l'ont pris tout de suite. Et d'ailleurs, ils ont mis pas mal de minutes. Ils ont mis pas mal de minutes à nous donner des nouvelles. Je pense qu'il y a eu 15 minutes de battement. Et là, c'était long. Il se trouve que dans ma famille, ma mère, donc j'ai un grand frère qui est mort à la naissance et elle a jamais eu la chance de le voir, ou juste sur elle. Mais il est mort tellement quelques heures après qu'elle n'a pas pu le voir. Et moi, j'avais peur de ne pas le revoir, en fait, c'était ça. Du coup, j'avais un peu ce traumatisme, je pense, que j'avais gardé de ma mère. Et donc, je passais mon temps à regarder la porte. Et même quand Thibaut a été le rejoindre et que le personnel m'a dit « ça va, tout va bien », je continuais à regarder la porte, inquiète à l'idée que je ne puisse pas le revoir. Mais tu l'as revu. Et je l'ai revu, tout va bien. Et comment c'était cette rencontre? Il hurlait. Moi, j'étais allongée parce que césarienne, tu peux pas bouger. Donc, ils ont été gentils, ils m'ont amenée jusqu'à la pièce, la salle des nouveau-nés. Il hurlait, j'ai juste vu son petit pied parce que je pouvais rien voir. Gentiment, alors je sais pas si c'était une infirmière ou une puéricultrice qui nous a pris en photo. Mais moi, j'ai une tête immonde avec le petit bonnet. Et puis en plus, j'essaie de redresser un peu la tête, mais j'ai pas le droit de faire d'abdos. Enfin, vraiment, cette photo est vraiment pas belle. Mais l'avantage, c'est que j'ai eu la chance de le voir avant, alors que je crois que c'est pas forcément le cas. Souvent, il faut attendre de se retrouver dans la salle de réveil pour avoir droit de voir son enfant quand il y a une césarienne. Là, j'ai eu pas mal de temps avec lui. Enfin, pas mal. J'ai eu droit à 2 minutes avec lui, ce qui était beaucoup pour moi. Oui, ça dépend aussi de la césarienne. Si c'est une césarienne où effectivement il y a une suspicion de risque ou de prématique où le bébé doit être particulièrement checké, ça peut être le cas. Si c'est une césarienne programmée pour d'autres raisons et où finalement le bébé n'a aucun problème à la naissance, on a plus l'opportunité de passer du temps avec lui directement, mais ça dépend aussi du contexte. Et ensuite, quand tu as pu
enfin retrouver ton fils, ton mari. Est-ce que tu avais un projet d'allaitement? J'avais un projet d'allaitement et d'ailleurs, ils m'ont directement mis Elliot au sein, pardon, Maë au sein, tout de suite dans la salle de réveil. Voilà. Ils avaient compris aussi tout ce qui s'était passé, les contractions, la suspicion d'atrésie de l'œsophage. Tout ça a fait que je crois que le personnel était aux petits soins. Et puis ils savaient qu'on avait été expatriés, qu'on allait être encore expatriés. Je pense que ça devait jouer. En tout cas, ils étaient vraiment très, très, très gentils avec nous. Et est-ce que le diagnostic d'atrésie a été confirmé finalement? Non, ça n'a pas été confirmé. Bon, il y a des petites choses qui étaient suspectées. Ils ne voyaient pas, par exemple, ils ne voyaient pas de vésicule biliaire. Effectivement, il n'en avait pas, mais c'est pas grave. Et puis, effectivement, le fait qu'il soit petit dans le ventre, c'était expliqué plus tard. Là, on vient d'avoir les réponses. Et donc, quelles ont été ces réponses? Eh bien là, vraiment, ça date d'il y a quelques jours. Il a un déficit en hormones de croissance. Et ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il était petit dans mon ventre. Comme dans mon ventre, on avait un lien avec un généticien, bah là, c'est la même chose aussi. On attend d'en savoir plus. On est assez confiant. Je pense que depuis le début, on est très confiant. Et heureusement, parce que pendant la grossesse, régulièrement, on me demandait si on voulait mettre fin à la grossesse. Vraiment, hein, même à 8 mois de grossesse, une interne qui m'a demandé, qui m'a dit, vous savez, vous avez la possibilité de mettre fin à la grossesse si vous le souhaitez. Donc, par rapport à tout ce qui nous attendait, c'est minime. C'est vraiment minime et c'est pour ça qu'on l'accueille aussi avec plus de légèreté qu'on aurait pu le faire. Et on vous pose cette question parce qu'au regard des malformations suspectées, ça aurait pu être des malformations qui auraient eu un impact non négligeable sur sa qualité de vie à lui ou sur sa croissance. Et vous, est-ce que c'est la foi aussi qui vous a aidé à vous décider ou à naviguer dans tout ça? Non, Thibaut n'est pas croyant. Enfin, moi, je le suis, mais pas lui. Et je pense que c'est parce que peut-être qu'on ne se rendait pas compte non plus de ce qui nous attendait. Et puis moi, oui, c'est sûr que c'est la foi. J'étais prête à accueillir cet enfant, même avec des malformations. Après, quand on s'est retrouvés à Necker, en hôpital, quelques jours après la naissance de Maë, et qu'on a vu les autres enfants qui étaient à côté en train d'attendre leur tour, là, on s'est dit que ça aurait été plus compliqué. Effectivement, ça aurait été vraiment difficile avec des enfants qui avaient vraiment des enfants avec qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas bouger, qui sont intubés. Bon, là, heureusement qu'on n'est pas arrivé là. Mais sur le coup, on ne se rendait pas compte non plus de ce qui nous attendait et puis on voulait cet enfant. Et donc, tu disais que tu avais pu l'allaiter assez rapidement. Est-ce que l'allaitement, pour toi, c'était une expérience positive? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Quelle était ton expérience? Plutôt positive. D'ailleurs, j'ai pas ressenti le 2e ou 3e jour, j'ai pas ressenti la montée de lait. Ça m'a pas fait mal. Après, j'ai toujours eu des crevasses, des douleurs. Mais encore une fois, peut-être que c'est les contractions dès mes 6 mois de grossesse qui m'ont préparée aux douleurs. Et j'étais prête aussi à affronter cela et à pouvoir aller loin. Surtout que Maë ne grossissait pas beaucoup. Donc, c'était important qu'il ait beaucoup de tétés. Et moi, je trouvais ça bien aussi, en étant expatriée au Sénégal, de pouvoir le protéger au sein. Et donc, je me disais, c'est pas grave, si j'ai mal, au moins je le protège de toutes les mauvaises maladies. Parce que tu es partie t'installer quand, toi, au Sénégal, avec ton bébé? Il avait 1 mois. On est arrivé début août, il avait 1 mois. Tu disais le protéger, j'imagine que tu fais référence aux maladies, aux palus, enfin tout ce qui peut se produire ou de lui donner des anticorps C'est ça. pour qu'il soit plus résistant. Mais c'est moi surtout qui ai voulu, enfin Thibaut et moi, hein, mais sinon les médecins en France, ils sont assez réticents à ce qu'on donne le sein quand il y a des problèmes de croissance. Et donc, toutes les semaines, on faisait peser, Maë. Et puis, parfois même, on devait le faire peser 2 fois dans la même semaine pour être sûr qu'on puisse continuer l'allaitement. Et finalement, tu as pu allaiter combien de temps? Bien longtemps. 14 mois. Félicitations. Merci. Mais en tout cas, tu as pu mener cette envie à bien malgré les réticences. C'est ça, et puis je leur ai montré qu'en fait, ils avaient tort de penser que c'était moi le problème, qu'il n'y avait pas du tout de problème dans mon lait, et que finalement, c'est Maë qui avait des difficultés à grandir, mais c'est dans sa nature. Même un biberon n'aurait rien changé.
Ouais, Faut c'est se pas battre. évident de tenir bon, surtout face à voilà, un corps médical ou qui ont, des connaissances, mais parfois on a une intuition aussi où on se dit: «Non, je sens que c'est ça qui est bon pour mon bébé» et parfois ça vaut le coup effectivement de se battre là-dessus aussi. Et c'est mon pédiatre ici aussi, le pédiatre qui a été super, qui a beaucoup accompagné l'allaitement et lui, hyper confiant sur l'allaitement. Donc quand tu dis ici, effectivement, au Sénégal, donc le pédiatre que vous aviez au Sénégal pour le suivi, lui a été plus encourageant et plus soutenant que les médecins en France par rapport à ce projet d'allaitement. Exactement. Et après tout ce que vous aviez vécu pour voilà, avoir ce premier enfant, la grossesse difficile, l'accouchement, à quel moment vous vous êtes dit on est prêt à y retourner pour Bah, un deuxième? en fait, on ne pensait pas qu'Eliott tiendrait si bien. On ne pensait pas qu'on aurait autant de chance une nouvelle fois. Et nouveau transfert, bam, direct, il tient. Et donc vous êtes parti faire un transfert en France? Oui, parce que il faut là où sont congelés les embryons, c'est en France, donc il fallait que je rentre en France et j'avais géré pour le faire pendant des vacances. Et là, cette fois-ci, il y avait dans la salle au moment du transfert, il y avait Thibaut et Maë Ah, génial. Donc vous avez vécu ça en en famille. famille. Et donc premier transfert, ça a tenu et tu t'es retrouvée enceinte et donc Maë avait quel âge? Maë avait 1 an et demi. Oui, donc assez rapidement. Oui, assez Finalement. rapidement parce que on se disait que, en fait, on pouvait pas rentrer tout le temps en France non plus. Donc, soit c'était en octobre, soit c'était à l'été suivant. Donc, on s'est dit, bah, on le tente en octobre et puis si ça fonctionne très bien et puis sinon on attendra l'été. Et finalement, bah, ça a fonctionné. Et cette deuxième grossesse, comment elle s'est passée comparée à la première? Pour le coup, là, Elliot, il avait aucun problème de santé, tout allait bien. Mais c'était moi qui avait des douleurs et qui avait plus de mal en fait pendant la grossesse. Tu as eu des symptômes de grossesse? Oui, j'ai eu des symptômes de grossesse. Alors, j'ai jamais eu vraiment les vomissements, juste un peu des maux de cœur. Mais sinon, j'ai eu un décollement placentaire. Alors maintenant, ils ne nous demandent plus de rester alité pendant des semaines, sauf si la grossesse est bien avancée. Mais moi, il fallait que je reste à la maison. Donc j'étais à la maison. Et puis, je devais quasiment rien faire, être tranquille, me lever juste pour aller manger des gâteaux et aux toilettes. Et puis voilà, rester allongée tout le temps. Mais rester allongé tout le temps quand on a un garçon d'1 an et demi, c'est pas un peu un challenge quand même? C'était un challenge, mais pour le gynécologue, c'était faisable. Et il m'avait expliqué, tu le fais jouer, vous le faites jouer sur le canapé avec vous. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Et il m'apportait les jeux. Il a compris en fait que j'étais malade. Ils sont très forts pour cela, les enfants. À part ce décollement placentaire qui est intervenu donc assez tôt dans la grossesse finalement, est-ce qu'ensuite ça a été plus sans encombre ou est-ce qu'il y a encore eu d'autres péripéties? Bon, il y a eu d'autres péripéties, ça n'aurait pas été rigolo sinon. Donc après mon petit temps de pause, on part dans le Ciné Saloum, donc un endroit un peu plus vert que Dakar, loin des hôpitaux, et bam, de nouveau plein de sang. Donc voilà, ça, en fait, c'était pas grand-chose, mais on a dû rentrer le lendemain très vite, et c'est encore des inquiétudes à se dire est-ce que le bébé va tenir, est-ce qu'il va rester. Et puis à partir de là, tout allait bien pour lui, justement, des contractions à partir des 3 mois de grossesse, quoi. À partir des 3 mois cette fois, même pas 6 mois? Non, non, ça a commencé plus tôt, oui. Donc tu as parce que en fonction des femmes, elles peuvent avoir des utérus plus ou moins contractiles. Donc il y a des femmes qui expérimentent les contractions que le jour de leur accouchement. Il y en a qui en expérimentent toute la grossesse. Et donc toi, c'est à partir de 3 mois de grossesse où là, tu avais régulièrement des contractions qu'on appelle faux travail ou contractions de Braxton Hicks, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'effet sur le col, ils ne s'ouvrent pas nécessairement, mais c'est quand même des contractions tous les jours. Surtout qu'elles sont visibles, hein, quand on... Je pense même que du coup, c'est pas les... C'est ça, il y a les Braxton Hicks, mais je crois que moi, c'était des vraies contractions, hein. Ouais, les contractions de Braxton Hicks, c'est des vraies contractions. C'est-à-dire que c'est la même sensation qu'une contraction de travail. La seule différence, c'est que ton col reste fermé. Mais en termes de sensation, oui, c'est une contraction. Donc si tu en as tous les jours, ça peut être assez fatigant. Oui, parce que alors c'était le soir, et puis l'avantage c'est que j'étais au lit, et puis je savais comment gérer. Donc je respirais, et puis Thibaut était avec son portable en train de regarder combien de minutes j'avais de contraction. Et comment tu t'es préparée pour cette... Alors, est-ce que déjà tu t'es posé la question d'accoucher à Dakar ou non? Non, c'était sûr pour moi que j'accoucherais à Dakar, puisqu'il n'y avait pas de malformation, il n'y avait pas de problème, pas de risque. Alors ça aurait été des contractions à 6 mois qui auraient commencé vraiment très fortement. Là, j'aurais eu
plus peur d'accoucher à Dakar, parce que pas forcément le matériel pour s'occuper des tout petits, comme ça, des prématurés, grands prématurés. Mais sinon, non. Et puis surtout, le gynécologue m'avait dit, s'il y a la moindre chose, je vous renvoie en France. Ouais, donc tu savais que lui aussi allait t'alerter si jamais il y avait besoin, mais sinon tu étais confiante sur le fait d'accoucher au Sénégal. Et comment tu envisageais ce deuxième accouchement? Eh ben, j'ai fait appel à toi pour pouvoir mettre en place tout le nécessaire pour accoucher par voie basse. J'y croyais quand même s'il y avait une part de moi qui se disait, bon, bah, si c'est une césarienne, ce n'est pas grave, mais bon, quand même, on se prépare. J'aurais l'air fine à ne plus savoir comment faire malgré les cours que j'avais eus le jour J. Donc, j'ai préféré quand même faire appel à toi et pouvoir regarder ensemble les bonnes techniques pour accoucher, comment pousser, les petites choses en fait qu'on oublie. Je pense que c'est nécessaire de faire appel de nouveau au cours de préparation à l'accouchement, même si on a déjà eu un bébé. Parce qu'il y a des petites choses qu'on oublie, comme je sais pas, par exemple, le temps entre chaque contraction, savoir que finalement, c'est pas éternel, que quand on arrive en haut du pic, ça va redescendre. Tout ça, la montagne à affronter, c'est bien de le savoir, je trouve. Et est-ce que tu as pu mener ce projet d'accouchement voix basse après césarienne à bien? Non, parce que j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. J'avais pris 20 kilos et j'avais gonflé de partout. J'étais très ronde et c'était de la rétention d'eau. Le gynécologue vérifiait et finalement, ma tension a commencé à augmenter, donc par risque de faire une pré-éclampsie. Ne pouvant pas me déclencher puisque j'avais déjà eu une césarienne, on n'a pas le droit de refaire un déclenchement derrière. Donc j'ai eu une césarienne programmée. Alors, il voulait la faire directement. Donc, je pense que 4 heures après, il nous a dit, bon, vous avez un enfant, on dit demain, comme ça, vous pouvez vous préparer. D'accord, donc au moment où on a eu cette suspicion de prééclampsie, donc avec la tension qui avait augmenté, les gonflements, etc., on savait qu'il fallait agir vite. C'est ça. J'avais demandé à ce qu'on puisse retarder un petit peu l'accouchement en se disant, bah, la césarienne dans 5 jours, allez, on laisse 5 jours encore pour voir. Puisque j'étais pile à 37 semaines aménorrhée. Donc, je me suis dit, ça peut arriver. Et puis finalement, il m'a dit non, non. J'ai quand même demandé le feu vert en France à mon médecin, qui est donc celui qui m'avait suivi pour la PMA, qui m'a dit, si votre médecin vous le dit, vous l'écoutez. Et heureusement que je l'ai écouté, et qu'on l'a écouté ensemble, parce que après la césarienne, ma tension a augmenté extrêmement fortement. Et donc, ça aurait pu être très dangereux pour le bébé et pour moi. Ouais. Et parce que 37 semaines, c'est la limite de la prématurité. Donc à 37 semaines révolues, on sort de la fenêtre de prématurité, on considère que le bébé est à terme. Après, statistiquement, les bébés naissent plutôt entre 39, 40, 41 semaines. Mais voilà, 37, c'est en général la limite qu'on se fixe pour se dire, à partir de ce moment-là, il n'est au moins plus considéré comme prématuré et donc potentiellement moins de choses à gérer après et pas nécessairement de passage en néonate. Donc c'est un peu la date butoir voilà, quand il faut programmer des interventions. Et donc finalement, cette prééclampsie soupçonnée, c'est plutôt confirmé puisque après la naissance, ta tension a carrément augmenté. Augmenté, exactement. Oui, alors j'aurais pu. Il y en a qui ont encore pire, hein, mais oui, j'étais à 19, 18 ou 19, donc c'est assez haut. Et cette césarienne, le fait qu'elle soit programmée, est-ce que tu l'as mieux vécu, moins bien vécu, pareil? Quelle a été ton expérience entre une césarienne décidée en cours de travail et une césarienne qui était programmée? Bon, j'étais pas déçue du tout parce que de toute façon, j'étais pas du tout préoccupée à l'idée de faire une césarienne. Je savais qu'il y avait de fortes chances que ça finisse en césarienne, même si j'avais eu un travail en amont. Donc, je l'ai accueilli, on l'a accueilli avec mon mari sereinement. Et puis, ça nous a laissé quelques heures pour se préparer. Et puis, c'était assez troublant quand même, hein, de se dire, bon, bah, dans 12 heures, le bébé est là, on m'ouvre le ventre. C'est assez troublant parce que quand on fait un travail pour accoucher, s'il est long, bon, bah, même s'il est court, tu sais qu'il faut pousser quand même, il y a une action à faire. Là, moi, j'avais juste à m'allonger et à ce qu'on m'ouvre le ventre. Oui, donc c'était une expérience différente et de se dire on sait déjà ce qui va se passer et comment ça va se passer. Il n'y a plus cette part d'inconnu qui peut être liée à un accouchement voix basse ou à d'autres circonstances d'accouchement. Donc à la fois c'est pratique
Et en même temps, c'était un peu différent à envisager de se dire je sais déjà exactement ce qui va se passer. C'est sûr, mais la différence, c'est qu'on n'était pas dans le même hôpital. On ne savait pas forcément comment est-ce que tout allait être mis en place. Je savais que les sages-femmes, elles seraient auprès de moi, mais c'était différent en fait. Donc c'est plus cet inconnu-là qui m'attendait. Et finalement, donc le lendemain, quand vous êtes venu pour cette césarienne, comment ça s'est passé? On était les seuls, donc on a eu toute l'attention. Personne d'autre ne venait accoucher au même moment. Et puis le gynécologue m'a vue, il m'a dit « Ouh là là, heureusement qu'on déclenche la césarienne parce que j'étais énorme. » Et après, il m'ouvre le ventre, tout va bien. Et c'est plutôt au moment où donc le bébé sort, Elliot va bien, Thibaut est dans le couloir, il l'attend, il récupère, il part avec lui. Et puis moi, on me recoue et on ne sait pas pourquoi, mais je commence à ressentir des douleurs. Alors je me dis, bon, il ne faut pas que je sois chochotte, ça va, c'est rien. Je laisse passer et puis je sens que les douleurs sont de plus en plus importantes au moment où on est en train de me recoudre. Je dis, c'est bizarre, je sens qu'on est en train de me recoudre là. Et effectivement, alors on ne saura jamais pourquoi. Soit l'anesthésie fonctionnait moins bien, soit il n'y avait plus assez de produits, soit je suis très chochotte, mais je ne pense pas que ce soit cela. Mais en tout cas, j'ai ressenti tout à la fin. Sur les 3 dernières couches, je pense 2 dernières couches où ils ont recousu. Et je l'ai fait remarquer au médecin. Et on a pu faire quelque chose pour soulager ça ou t'as dû juste serrer les dents jusqu'à la fin? Bon, au début, j'ai dit, si vous voulez, je prends sur moi. Et tout. Les dames, non, non, mais c'est bon, on va faire revenir l'anesthésiste qui avait dû, lui, aller voir une autre patiente. Et l'anesthésiste essaye de me redonner un petit quelque chose. Ça ne fait pas d'effet. Et donc, il m'a vraiment donné une énorme dose. Et en fait, là, j'étais dans les vapes. C'était pas une anesthésie générale, mais j'étais bien dans les vapes. Malgré ça, je ressentais tout, encore. Mais c'était tellement loin de mon corps, un peu, c'était une sensation extérieure que je vivais pas réellement. Ça n'a pas eu trop d'impact sur le coup. Je passais mon temps à dire j'ai mal, c'est pas normal, j'ai mal. Je répétais je suis pas une chochotte, je vous assure que j'ai mal. Et bon, ils ont continué à faire ce qu'il fallait. De toute façon, il fallait bien recoudre, on n'allait pas me laisser le ventre ouvert. Et quel impact ça a eu, cette douleur très vive sur, après la rencontre avec ton bébé ou les premiers moments, parce que la douleur, ça fait quand même un peu, ça peut faire un peu vriller, quoi. C'est lourd à porter. Oui, ouais. J'ai eu déjà le droit de le voir Elliot, contrairement à Maë, j'ai pu le voir directement dans la salle d'accouchement, donc la salle de césarienne. Je lui ai fait un petit mimi, un petit bisou, il est reparti. Et après, j'étais tellement mal que j'ai pas voulu l'accueillir tout de suite dans ma chambre. Les sages-femmes l'ont proposé, j'ai dit non. Je voulais même pas que mon mari vienne en fait au début, tellement j'étais mal. J'avais peur un peu de ce que ça pouvait renvoyer en fait comme image. Et puis j'avais encore trop mal pour supporter en fait de devoir gérer un autre petit bébé. Là, c'était plus moi, ça devait être lui. Donc d'abord, il fallait que je me remette en forme, que je reprenne mes esprits, que je m'apaise pour pouvoir l'accueillir et lui proposer le sein. Ouais. Tu t'es dit d'abord il faut que je reprenne moi des forces et que je me retrouve dans une condition qui me permette de l'accueillir correctement. Et je pense que c'est important de pas, de se prioriser aussi, même si on a très envie de voir son bébé, de se dire est-ce que je suis dans un état propice, favorable C'est ça. à pouvoir profiter de cette rencontre. Mais l'avantage, c'est que je savais qu'il était avec Thibaut, avec mon mari, donc il était avec son papa, tout allait bien. Je l'imaginais déjà en peau à peau. Donc j'étais confiante. Et puis moi, je pleurais beaucoup. Donc c'était pas possible de l'accueillir comme ça. Quand mon mari est venu, je lui ai dit que ça n'allait pas bien, il l'a vu. Et il m'a laissé du temps aussi. Il est retourné voir notre bébé. Et puis après, il est venu avec lui. Et là, c'était un vrai bonheur. Mais j'avais beaucoup, beaucoup de larmes. Et ça t'a pris combien de temps pour te sentir capable de le recevoir? Je suis incapable de te dire. Mais déjà, quand on est dans la salle de réveil, ils ne nous amènent pas tout de suite. Normalement, ça doit être peut-être le temps qu'ils nous recousent et tout. Ça doit être 4 heures peut-être. Et je pense que j'ai dû prolonger d'1 heure peut-être encore. Ou un peu plus. Et je suis très contente que ce soit passé comme ça. Je savais qu'il était bien. Non, mais c'est important de le dire aussi parce que il y a certaines personnes, tu vois, qui ont des idées reçues de la césarienne, c'est la facilité, on ouvre, on sent, on recoue, tout va bien, etc. Ça peut très bien se passer comme ça. C'est pas toujours le cas.
Et on peut avoir besoin d'un temps de redescendre, de se reconnecter à soi, voilà, de gérer les sensations avant d'être capable de recevoir son bébé. Et d'ailleurs, même après un accouchement en voix basse, en fonction de la façon dont ça se passe, après n'importe quel accouchement. Et donc, je pense que c'est important de le dire, que ça fait pas. Voilà, c'est pas pour ça qu'on n'est pas une bonne mère, qu'on n'a pas envie de voir son bébé. Bien sûr qu'on a envie de le voir, mais il faut aussi voilà, s'écouter et se dire est-ce que je suis capable d'accorder l'attention que j'ai envie d'accorder à ce bébé et de te dire que je vais choisir le meilleur moment pour que cette rencontre soit belle. Et enfin, c'est tout à fait compréhensible aussi. Et comment tu as vécu ce postpartum avec deux bébés qui ont à peine 2 ans d'écart? Je trouve que c'était très bien puisque je savais comment faire ici, je savais comment accueillir un enfant à la maison, je savais ce qui m'attendait. Mais j'ai trouvé la césarienne plus difficile à supporter par la suite, peut-être aussi à cause de la douleur. Et j'avais moins envie de me déplacer au tout début, quoi. Donc je devais répéter éternellement à mon premier Maë que je ne pouvais pas le prendre dans les bras. Mais très vite, il a compris. Et d'ailleurs, il voulait plus de moi du tout. Il était tout le temps avec son papa. Et il paraît que c'est quelque chose d'assez classique. Et tant mieux pour moi et tant mieux pour Elliot, parce que comme ça, j'ai pu l'allaiter, prendre le temps de me reposer, de retrouver mes forces. C'était assez important pour moi. Oui, la dynamique familiale change quand on passe de 3 à 4 et avec 2 enfants, et c'est assez courant que l'aîné se rapproche du papa, ou parce que voilà, si la maman est plus focalisée sur le deuxième, c'est effectivement une dynamique assez classique. Et il était content d'accueillir son petit frère? Très content. Très content. Il avait bien compris comment ça allait se passer. On lui avait acheté tous les livres qu'il fallait. On en avait bien parlé. Et d'ailleurs, on avait respecté la règle du quand l'enfant, le grand frère ou la grande sœur arrive dans la chambre, il faut pas avoir le bébé dans les bras. Comme ça, il voit que sa place n'est pas prise. Et tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, donc vous étiez en Algérie, là vous êtes au Sénégal. Ensuite, vous avez encore des projets de partir ailleurs, ou est-ce que vous comptez rentrer en France? On rentre déjà en France dans quelques mois. Et par la suite, on verra si on s'expatrie de nouveau. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, prochaine destination, la France. Et parce qu'en ayant des expériences et en vivant comme ça dans différents pays, avec des cultures, des religions, des modes de vie différents, vous vous dites le socle, voilà, de ce qu'on a reçu et de ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, c'est quoi les valeurs qui sont importantes? Accueillir l'autre tel qu'il est, quelles que soient ses différences. Et aussi avoir des facilités à s'adapter. Je pense que c'est très important dans notre société de pouvoir s'adapter à tout. Et le proposer le plus possible à nos enfants. On déménage, ils n'ont pas le choix, ils nous suivent de nouveau, une nouvelle maison. Et on le voit, ils s'adaptent bien. Donc j'espère que ça va leur rester tout ça. Et par rapport à toi, l'éducation que tu as reçue ou la façon dont tu as été élevé, est-ce qu'il y a des choses dont tu te dis que tu voudrais faire différemment avec tes enfants? Je me demande si mes parents ont beaucoup joué avec nous, parce que comme moi je suis l'avant-dernière de la famille, c'était plutôt mes frères et sœurs qui jouaient avec moi. Et c'est peut-être pour ça que j'avais envie de beaucoup jouer avec mes enfants. Mais encore, mes parents étaient vraiment très présents, hein. Mais peut-être que c'est ça sur le jeu. Ensuite, j'ai plutôt partagé tout ce que ma mère et mes parents ont mis en place, l'amour qu'ils avaient pour nous. Donc je ne vois pas beaucoup de différence, à part une famille nombreuse. C'est sûr que nous, on n'aura pas une famille nombreuse. On ne sait même pas si on aura un troisième plus tard. Mais on se réjouit déjà d'avoir eu la chance d'en avoir deux. Donc on profite de cela. Et ma dernière question, quand tes fils seront plus grands, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Peut-être maman courageuse d'avoir surmonté tout ça, malgré tout, d'avoir été jusqu'au bout. Euh, et peut-être que c'est ça. Et puis, qu'ils disent qu'une maman aimante aussi. Aimante, à l'écoute. Pour moi, c'est, je pense, le plus important. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que voilà, les éléments que tu as partagés, tu disais au début aussi par rapport à ton parcours de grossesse, de PMA, que d'avoir une personne qui avait vécu ça et qui te pouvait parler, ça avait été important. Et je pense que c'est aussi l'objet de ce genre de témoignage, que les personnes qui nous écoutent, voilà, se sentent moins seules, sachent qu'il y a des personnes qui vivent des moments similaires, mais c'est aussi courageux,
parce que on se met un peu à nu sur son parcours, ce qu'on a vécu. Donc merci d'avoir pris le temps de témoigner et de partager ton histoire. Merci à toi de m'avoir accompagnée. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucun épisode et surtout en parler autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Mais en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. L'aventure ne fait que commencer. Tambali. Prenez le pouvoir sur votre parentalité.